À l'occasion de la sortie de son nouveau livre Sécession, l'art de désobéir aux éditions Fiat Lux, Paul-Éric Blanc-Rue a accepté de répondre à une série d'entretiens avec Louis Hugolin Delarge intitulée Évadez-vous, causerie avec Paul-Éric Blanc-Rue. Dans ce premier numéro, il présente le fondement économique de la sécession, la vision biaisée qu'en ont les gens à l'heure actuelle et les notions de droit et de liberté qui peuvent en découler, quitte à passer pour cela par la désobéissance. Je peux peut-être citer ce que dit Proudhon sur l'État. C'est une citation qui est assez longue, mais enfin qui me semble correspondre à ce que je pense, presque mot à mot. Alors voilà ce qu'il dit. Alors, être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé, puis à la moindre résistance, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Citation de Pierre-Joseph Proudhon dans les idées générales de la Révolution au XIXe siècle. Donc effectivement, ton projet est un projet qui n'a pas de couleur politique, quoi. C'est-à-dire que tant que l'ennemi c'est l'État, que ça vienne de la gauche ou de la droite, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que moi je me fonde sur une école qui s'appelle l'école autrichienne, qui a été mise au point par Ludwig von Mises, et qui met en avant un critère qu'on appelle la praxéologie, c'est-à-dire l'étude de l'action humaine. Ça paraît compliqué comme ça vient de praxis, simplement, c'est l'action. Autrement dit, on étudie l'individu qui agit et qui va choisir dans tous les actes de sa vie. C'est une sorte d'individualisme méthodologique, on peut dire. On estime que les groupes n'agissent pas, donc c'est pas du collectivisme, que seuls les individus sont capables d'action, que seuls ils sont cohérents dans leurs choix, qu'ils ont des fins et qu'ils prennent les fins pour obtenir les moyens qu'ils veulent. Et les individus ont une tendance à maximaliser leur intérêt et la façon d'arriver à leur intérêt. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les individus, les personnes au quotidien ne sont pas irrationnels. Ils tiennent compte, par exemple, de l'expérience. S'ils se plantent, ils recommencent à zéro. Ce que, par exemple, les planificateurs ne tiennent absolument pas compte de ce petit détail. Voilà. Alors ça, il faut bien voir que la praxéologie, qui est une école absolument inconnue, on n'en parle pas en fac, on n'en parle pas à l'école. C'est vrai que moi, j'en aurais jamais entendu parler avant. Alors ça a donné donc des économistes comme Hayek, comme Murray Rothbard, comme d'autres gens, comme Gary Becker par exemple, et d'autres, qui étudient le concret. Il n'y a pas de théorie en réalité. C'est une sorte de phénoménologie de l'action. C'est voir ce que les hommes font, pourquoi ils le font, comment ils le font. Et alors ça a donné une école aujourd'hui qui s'appelle l'école du public choice, c'est-à-dire le choix public, qui étudie donc le rôle de l'homme politique. C'est où et quand ce truc-là? Là, c'est en ce moment. C'est en ce moment, c'est en Angleterre, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et on étudie. C'est les libertariens américains, c'est ça Ils sont pas vraiment libertariens, non. Ils sont plutôt scientifiques. Enfin, ils étudient. D'accord, ok. Ils étudient la démocratie, le fonctionnement de la démocratie. Okay, ouais. Alors, ce qui est très très amusant, c'est qu'ils en viennent à dire ce que Maurras a dit dans les années 30, par exemple. C'est-à-dire que l'homme politique n'est pas un homme hors du commun, c'est pas quelqu'un qui a une fonction extraordinaire, c'est quelqu'un qui agit très exactement comme agissent les gens du secteur privé. Or, la tendance, certainement par la tradition, parce qu'on a l'habitude d'avoir vécu avec des rois et tout un cérémonial et des rites particuliers, de croire que ces gens ont une grâce particulière, une grâce d'État,
Tout ça vient aussi de Saint-Paul. Et alors, est-ce que c'est pas qui du coup... dit qu'il faut respecter les princes qui nous gouvernent et tout. Est-ce que c'est pas du coup, là je parle pas de la gestion du mec après, je parle vraiment pendant la campagne, ce qui a séduit les Américains chez Trump par exemple, qui se sont dit, pour une fois on n'a pas un mec qui nous ment, qui nous dit qu'il a une expertise sur le fait de gérer des entreprises, parce que jusqu'à présent il a géré des entreprises, et que donc il a une capacité de gestion. Et certainement, certainement, ça a dû jouer, mais alors je continue juste sur ce que l'école des choix publics, c'est de dire que l'homme politique en réalité, il a sa rente personnel qu'il va tenter de maximiser. Il va donc tenter quoi? En gros, c'est de se faire réélire. C'est ça. C'est la critique que faisait Maurras de la démocratie dans les années 20 et 30, c'est ça. Et que l'électeur, lui, va réagir aussi en fonction de ses intérêts propres. Et là, c'est l'action des lobbies, c'est l'action des associations, c'est l'action de différentes catégories de population, aussi bien les Corses, les joueurs de boules niçois, les homosexuels bretons. C'est ça. Chacun a ses intérêts catégoriels et on va voter en fonction de ces petits intérêts pour avoir les rentes de situation. Donc ça n'est rien d'autre que de la pub finalement, c'est du commerce où le produit est l'homme politique lui-même qui va essayer de se vendre pour qu'il y ait des consommateurs qui sont les électeurs qui l'achètent. C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est comment avoir des allocations, des subventions, comment avoir du fric de l'État. Et l'homme politique va évidemment avoir tendance à donner de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle le clientélisme, c'est la société de connivence. Alors l'école des choix publics a bien montré que les dépenses publiques, les prélèvements obligatoires, ont augmenté en gros de 10% au début du XXe siècle à 56% aujourd'hui dans les démocraties occidentales. Pourquoi? Parce qu'on achète les électeurs pour rester au pouvoir. Et c'est valable non seulement pour les hommes politiques, mais également pour la nomenclatura, c'est-à-dire la bureaucratie. Les bureaucrates sont là aussi. Mais c'est pas ce... Alors évidemment, on peut acheter, par exemple, là aujourd'hui, il se trouve que, pendant qu'on parle, il y a les grèves de cheminots, il y a les grèves à Air France, qui défendent leurs intérêts. Donc, l'État a tout intérêt à céder, d'une certaine façon, et puis ils vont leur rembourser leurs jours de grève, c'est très connu. Mais c'est valable pour chaque catégorie, c'est valable pour les médecins aussi, il n'y a pas que les ouvriers là-dedans, c'est valable pour tout le monde. Et ce que montre aussi cette école des choix publics, c'est que le vice de la démocratie, c'est qu'on va tenter de séduire l'électeur médian. C'est-à-dire que tout va se jouer au centre. Les élections se jouent au centre. C'est la raison pour laquelle Macron a gagné, c'est la raison pour laquelle, dans une démocratie, les extrêmes n'ont aucune chance d'arriver jamais au pouvoir, parce qu'ils ne pourront pas satisfaire les électeurs médians. C'est impossible. Parce qu'en plus, Macron, du coup, il y a une espèce comme ça d'ambiguïté c'est la droite. Sur le fait de savoir, voilà, exactement. C'est la droite. C'est-à-dire que tous les mecs de gauche disent non, il est de droite, et tous les mecs de droite disent non, il est de gauche. Exactement. Et en fait, il est ni l'un ni l'autre, il ne pense qu'à ses intérêts, quoi. Alors l'école autrichienne est intéressante parce que elle n'est pas qu'autrichienne. En fait, si on regarde bien, d'abord ça s'inscrit dans une longue tradition française. On ne va pas remonter au XVIIIe siècle. On pourrait parler de Vauban, on pourrait parler de plein de gens, des physiocrates et compagnie. Mais au XIXe siècle, il y a eu un type très très intéressant dont on commence un peu à reparler en ce moment. C'est Frédéric Bastiat. D'accord. Et Bastiat, c'était un type de centre-gauche, donc on ne peut pas dire qu'il était un extrémiste particulier. Aujourd'hui, il serait certainement considéré comme libertarien, même si en France, le mot libertarien ne signifie pas grand-chose, et qu'aux États-Unis, il y a Ron Paul, que tout le monde connaît. Mais en France, il n'y a pas vraiment de parti libertarien. Il y a un parti libertarien, mais qui ne se présente quasiment pas aux élections, et personne n'est au courant. Personne ne sait ce que c'est, un libertarien. On les prend pour des hippies de droite. Il y a 2-3 mecs qui s'en réclament quand même. Trey Parker de South Park, je crois, se réclame de l'école, en tout cas de la politiquement, il se situait dans le parti libertarien. Clint Eastwood. Voilà, plus connu aussi, Clint Eastwood. Et alors Clint Eastwood explique ce que c'est qu'être libertarien, c'est simplement défendre sa propriété, se défendre soi-même, son corps, son esprit. Et donc en gros, ça se fonde sur le droit de légitime défense. Et puis tant qu'on me fout la paix, moi je fous la paix aux autres. C'est ça. C'était très exactement ce que ça signifie. Finalement, les libertariens, c'est l'inverse de la propriété, c'est du vol. C'est-à-dire c'est l'absence de propriété, c'est du vol. Plutôt. Alors Proudhon avait dit la propriété, c'est le vol. C'était le grand slogan. On le connaît pour ça aujourd'hui dans les manuels scolaires. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de sa vie, celui qui passe pour un socialiste, pour un mutualiste, une sorte de collectiviste, en réalité, à la fin de sa vie, disait l'impôt, c'est le vol. Voilà. Donc Proudhon est très intéressant parce qu'il a bien évolué là-dessus. Il avait recentré un petit peu quelle était la cible. Il a compris qu'avec Marx, on allait vers la bureaucratie et l'étatisme. Et il se méfiait de ça parce que c'était un type très proche de la liberté individuelle. Et d'ailleurs, il a eu un long débat avec Frédéric Bastiat qui lui reprochait son collectivisme. Donc je peux juste dire un petit mot sur Bastiat. Je t'en prie. Il faut bien comprendre que lui,
il défend la liberté contre toutes les politiques de restriction, quelles qu'elles soient. D'accord. C'est-à-dire qu'il est pour le libre contrat, il est pour les contrats volontaires, et Ok. contre ce qu'il appelle la spoliation. Autrement dit, l'État qui va te prendre dans ta poche ce que tu as gagné, l'État qui va t'exproprier, il appelle ça du vol. Pour Ok, lui, c'est comparable oui. à la mafia. Donc pas de redistribution, chacun se distribue à soi-même, quoi, en gros. Il peut y avoir... Parce que c'est ça Il peut y avoir une redistribution, mais dans le cas... L'argument pour te prendre de l'argent, c'est de dire on te prend de l'argent pour pouvoir après le redistribuer à la collectivité, quoi, en gros. L'impôt, par exemple. Oui, justement, il est contre les impôts maximaux. Voilà, c'est ça, donc c'est ce que je dis. Il est pour l'impôt volontaire, si tu veux. C'est-à-dire, il n'est pas contre le fait qu'il y ait des impôts, il n'est pas contre le fait qu'il puisse y avoir une redistribution, si ça se fait dans le cadre d'associations privées. D'accord, ok. Ouais. Bon, ce qu'on appelle éventuellement la charité, si tu veux, mais il y a un tas d'associations. Tu vois les Restos du Cœur, tu vois ce qu'a fait Coluche, par exemple. Voilà, ça marche très bien, ça marche beaucoup mieux que ce que fait l'État. Donc il serait contre, bien évidemment, le système de sécurité sociale aujourd'hui qui ponctionne de l'argent. Il ne comprendrait, en tout cas, il ne serait pas contre le fait qu'un institut comme ça existe, il serait contre le fait que l'institut est étatique et t'oblige à payer. Ok, ouais. Fonctionne n'importe qui, quoi. N'importe qui pour faire n'importe quoi. C'est très simple. Pareil pour l'éducation nationale. Je veux dire, tu as un gosse, tu vois qu'il est endoctriné du berceau quasiment, parce que maintenant c'est à partir de 3 ans qu'on prend les gosses à l'école, on va dire jusqu'à 20-23 ans, et puis même jusqu'au cercueil d'une certaine façon, parce qu'on continue à t'endoctriner à la fac après, etc., toute ta vie. Et tu dois quand même payer pour l'éducation nationale. Tu payes, même si tu mets tes gosses dans le privé. Oui. Bon. Et puis dans le privé, c'est souvent le privé à contrat. C'est-à-dire le privé contractuel qui respecte ce qu'édicte le ministère. Bien sûr, donc c'est privé sur le papier, mais au final, c'est à peu près le même. Il propose à peu près la même chose, quoi. Voilà, sur le fond. Exactement. Alors par exemple, dans la controverse de Bastia contre Proudhon, il faut voir que Proudhon, lui, il militait pour le mutualisme ouvrier. Dans la conception de Bastia, il n'est pas contre le fait qu'il existe un mutualisme ouvrier. Pourquoi pas même une autogestion, à condition que les ouvriers soient d'accord. À condition d'abord qu'ils ne volent pas l'entreprise, et droit de propriété, ça c'est fondamental. Simplement ce que Bastia craignait, c'est qu'à un moment donné, ce mutualisme soit repris par l'État. Et on a vu que c'est ce qui s'est passé en gros. Tous ceux qui voulaient ce qu'on appelle le socialisme par le bas, en réalité, ont été captés par l'État. Et c'est ce qui s'est fait avec les soviets en Union soviétique, et ça n'a jamais fonctionné vraiment. Il y a toujours l'État qui vient mettre... L'État vient toujours récupérer les initiatives. Exactement. Bon, Proudhon voulait, par exemple aussi, il défendait une banque étatique. Il voulait également la gratuité du crédit. Bastia, lui, militait pour la liberté des banques avec responsabilité sur fonds propres. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le free banking. D'accord. Autrement dit, tu fondes ta propre banque et il y a une concurrence entre les banques. Ok, ouais. Voilà. Oui. Il faut bien savoir que par exemple, finalement, c'est la concurrence permet aux meilleurs d'émerger, quoi. Exactement. Si tu regardes la crise des subprimes, par exemple, tu vois que tout le monde dit c'est le néolibéralisme, c'est le libéralisme qui a créé ça. En réalité, c'est l'interventionnisme d'État avec la Banque centrale américaine qui a créé les subprimes. Pourquoi ? Parce que tu as l'État qui a dit aux grandes banques et aux assurances, c'est le fameux too big to fail, vous êtes trop gros pour qu'on vous laisse tomber, vous êtes trop important pour l'économie pour qu'on vous laisse vous casser la gueule, donc vous ne craignez rien, nous serons derrière, on vous ponctionnera, on injectera en prenant des impôts aux gens, on vous sauvera. Donc c'est le fameux privatisation des bénéfices et mutualisation des pertes. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que, et parallèlement, il y a eu la réserve qui a dit on va baisser les taux. Donc, plutôt que d'épargner, qu'est-ce qu'ont fait les gens ? Ils ont investi, dépensé. Ils ont fait des crédits. Voilà. Ils ont fait des crédits et les crédits, ils n'avaient pas de quoi les payer. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu trop de crédits et pas assez d'argent. À un moment donné, on a dû remonter les taux directeurs. Et il y a eu explosion de la bulle immobilière et les gens se sont retrouvés à la rue. Et c'est la crise des subprimes. Et c'est un truc que tu avais plus ou moins prévu, toi, en plus. C'est un truc que j'avais prévu. Avec la faille, au moment de 6 mois, 8 mois à l'avance. On a fait même... on a d'abord écrit un bouquin chez Scali pour défendre Kerviel, non pas parce qu'il était innocent, mais parce que le problème c'était celui de le problème était plus global. Du système. C'est ce que t'expliquais chez Ruquier, c'est-à-dire que le but c'était pas de défendre le mec, c'était de dire que si le mec était attaqué, c'est parce qu'il
participer d'un système qui était attaquable. Mais le système est attaquable parce que la banque elle-même a été sauvée. La SocGen, elle est toujours là. Bouton, qui était le PDG de la SocGen, il a sauté après. Mais la SocGen est là, elle n'a pas eu de problème, c'est les Français qui ont payé. Hein, alors qu'elle faisait n'importe quoi et on poussait les traders à faire n'importe quoi parce que de toute façon, peu importe. S'ils se plantaient, s'ils perdaient 5 milliards, et alors l'État était derrière. Et c'est donc le problème, et il vient bien de l'État. Une banque, normalement, aurait dû se casser la figure. Punto et basta. Tu comprends ? Et on passe à autre chose. Et il y a des nouvelles banques qui peuvent naître. Donc voilà. Et alors, il y avait un autre problème. C'est justement cette gratuité du crédit pour laquelle militait Proudhon. C'était justement ce que contestait Bastiat. Il disait que c'était une folie parce que c'était couvert par l'État avec le bien d'autrui. Tu vois ? Donc tout ça, c'est le problème des taux bas, si tu veux, qui sont pratiqués par les banques centrales, qui créent une monnaie artificielle et qui engendrent une crise du système financier avec un endettement exponentiel des États. C'est ça. Et on est en plein dedans aujourd'hui. L'État crée la dette, en fait. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Proudhon a commis la même erreur que Marx. Il avait parié sur la paupérisation générale. Il pensait que les gens allaient devenir de plus en plus pauvres. Or, on voit bien, toutes les statistiques le montrent, que les richesses se sont accrues, et en particulier, il n'y a pas eu de paupérisation, c'est-à-dire qu'on pensait que la classe ouvrière, les socialistes, pensaient que la classe ouvrière allait devenir de plus en plus pauvre et qu'elle allait augmenter. En réalité, on a vu l'apparition d'une classe moyenne, surtout. C'est ça. Voilà. Donc, on peut améliorer, si tu veux, la condition ouvrière si on gère bien les capitaux, quoi. En réalité, c'est ce que dit Bastiat. Et alors, il donne plusieurs exemples assez intéressants dans ses livres. C'est des petits livres qu'il a écrits. Il y en a un qui s'appelle, et qui est très très intéressant, que tout le monde devrait lire, ça se lit en 1 heure, mais ça peut se travailler sur toute une vie tellement c'est bien vu. Et ça rejoint aussi Maurras, parce que Maurras, il était royaliste pour une raison bien simple, c'est à cause du long terme. D'accord. Vous voyez bien que l'économie, que la politique, tout ça, c'est sur le long terme. Le court terme, c'est quoi ? C'est la démocratie, c'est se faire réélire, c'est gagner les prochaines élections. Pour avoir sa rente de situation, quoi. Pour rester au pouvoir, on s'accroche au pouvoir une fois qu'on y est. On ne s'intéresse pas à l'intérêt général, on s'intéresse à son intérêt particulier. Alors, il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Et alors, il s'intéresse en fait aux conséquences de ce qu'on voit immédiatement et aux coûts cachés. Tu m'en parlais par rapport à la grève des cheminots, justement, les coûts cachés. Où tous les arguments qui étaient portés au crédit finalement des cheminots sur le fait que il valait mieux que l'entreprise reste publique plutôt que de privatiser la chose. Mais les cheminots sont une catégorie privilégiée. D'abord, ils ont la sécurité de l'emploi. Je vais pas maintenant. J'ai des amis cheminots en plus, et je n'ai rien contre eux. Bien sûr. Mais bon, c'est une catégorie objectivement privilégiée. D'accord ? Bon, c'est comme ça. Maintenant, alors, c'est très bien, on va dire, ils ont raison. Ils sont comme les gens du syndicat du livre, par exemple, ou d'autres. Bon, ils ont leur niche, quoi. Alors, on va dire, c'est très bien. Bravo pour eux. Oui, ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'il faut payer ces gens-là. Qui les paye ? C'est les mêmes gens qui se plaignent que les impôts augmentent. Oui, voilà. Finalement. Tu écoutes les gens, ils vont te dire, oh, mais les impôts, ça augmente tout le temps, une taxe par-ci, une taxe par-là, etc. Et dans le même temps, on te soutient les grèves. On dit, ah bah ouais, ils ont bien raison de se révolter. Oui, mais il faut bien à un moment donné quelqu'un qui paye. Et qui paye ? C'est le contribuable. C'est le problème. Voilà. Le problème. Alors, il avait une métaphore qu'il appelle le sophisme de la vitre cassée ou de la vitre brisée. Bastiat, oui. Et parce que, voilà, c'est quelque chose d'assez simple. C'est exactement comme pour les cheminots. Ok, alors explique-nous cette métaphore de la vitre brisée. On va te dire, voilà, c'est ce que peut penser une personne qui n'a pas tellement réfléchi et qui voit le court terme. On te dit, tu as une vitre cassée. Voilà. Oui. Quelqu'un t'a brisé ta vitre, tu as un petit gamin qui est passé devant chez toi, il t'a brisé ta vitre. Et donc l'économiste qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez va se dire, mais c'est très bien, parce que cette vitre brisée, elle va créer de l'emploi. Créer de l'emploi chez les vitriers. Voilà. C'est merveilleux, ça va faire la joie des vitriers. Et oui, c'est vrai. C'est ce que faisait, il y a une scène du Kid, non, de Chaplin, où il envoie le gamin briser des vitres, et lui, il est vitrier, et après il passe devant. Exactement. Mais en fait, il faut réfléchir un peu. La vitre coûte plus qu'elle ne rapporte. Pourquoi ? Parce que certes, elle fait vivre un vitrier, mettons. Oui. Mais il y a 2 pertes dans l'histoire, c'est-à-dire que le propriétaire de la vitre, d'abord, il va devoir acheter une autre vitre. Oui. Il aurait pu acheter autre chose. C'est vrai. Il aurait pu aller chez le boulanger, il aurait pu offrir un cadeau à sa femme, une robe, ce que tu veux. Donc déjà, il va être obligé
de faire vivre les vitriers alors qu'il ne le voulait pas, donc il n'a pas le choix. Donc déjà, cet argent va être immobilisé là, chez le vitrier. Et en plus, il y a une perte nette de la vitre elle-même, qui est perdue. C'est ça. Donc il y a une double perte. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la destruction des biens n'a jamais d'effet positif. Autrement dit, ce qu'on appelle en Europe la prime à la casse, par exemple, tu casses des bagnoles, etc., ça n'apporte rien. On perd la valeur des objets qui sont détruits. On ne gagne rien. Ça ne développe pas l'économie. A priori, on pourrait dire, ben oui, évidemment, tu n'as plus de voiture, on te donne une petite prime pour que tu la détruises, donc ça va relancer le secteur automobile. La destruction n'engendre pas de création. Exactement. Il y a un manque à gagner et donc ça ne produit rien. Voilà. Et d'ailleurs, donc Bastia part de ce principe pour montrer que l'État, le gouvernement d'une certaine façon ne produit rien et que l'endettement n'encourage pas l'économie. Et que, alors, c'est en gros la conclusion de ce sophisme, si tu veux, ou du sophisme de la vitre brisée, c'est que la politique dans une démocratie, c'est ce qu'on voit, et l'économie, c'est ce qu'on ne voit pas. D'accord, oui. Et donc, c'est-à-dire que les médias aujourd'hui vont immédiatement faire le focus sur ce qu'on voit immédiatement au quotidien. Oui. En te disant, regardez, c'est scandaleux ou c'est merveilleux, mais on ne verra pas le moyen et long terme. Et ça, on n'y réfléchit pas. Et ça, c'est aux économistes d'y réfléchir, mais les économistes, on les voit très rarement, les économistes intelligents, je veux dire. Ça, on les voit très très rarement à la télé ou à la radio. Et puis alors, il y a une autre métaphore de Bastia qui est intéressante, justement où il va critiquer le protectionnisme. Alors là, je sais que c'est pas très à la mode, parce que tout le monde veut être protectionniste en ce moment. Là, je sais que c'est la grande mode. Soyons protectionnistes, c'est merveilleux, ça marche très bien. Sauf que, les amis, réveillez-vous. Le XVIIIe siècle a été protectionniste. On a voulu lutter contre l'Angleterre, contre la Hollande en particulier pour les blés. Donc on a fait des restrictions, on a taxé les blés, on a taxé les toiles. Et on s'est cassé la figure, l'État français, ça n'a pas fonctionné, et c'est une des causes de la Révolution. Bon, alors ceux qui ne sont pas pour la Révolution, qui trouvent que la Révolution est une horreur, ce qui est mon cas, devraient réfléchir à cette petit exemple donné par Frédéric Bastiat. Et il se moquait, il avait pris encore une métaphore, c'est la pétition des fabricants de chandelles. Oui. Alors les fabricants de chandelles, c'est quoi? C'est des gens qui donc fabriquent de la lumière artificielle. Et pourquoi est-ce qu'ils font une pétition? Et contre qui font-ils une pétition? Ils font une pétition contre le soleil. Parce que le soleil, ce salopard, donne de la lumière gratuite à tout le monde. C'est gratos. Et donc c'est très mauvais pour les fabricants de chandelles. Et alors il faut taxer les gens qui ont des fenêtres. Il faut fermer les fenêtres. Et puis alors attention, il y a peut-être des gens qui font des trous dans le mur. Il faut taxer, et puis il faut fermer les trous dans le mur. Parce que sinon, les fabricants de chandelles, ils perdent de l'argent. Ça démontre le caractère absurde des lois protectionnistes. Il y avait un épisode de la série Les Simpsons là-dessus où M. Burns faisait construire un espèce de grand écran qui cachait le soleil au-dessus de Springfield pour pouvoir leur rendre de la lumière en permanence. C'est exactement ça. Alors, il montre, si tu veux, et je crois qu'il faut y réfléchir parce que c'est très à la mode de dire qu'on est protectionniste, parce qu'évidemment, encore une fois, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Qu'est-ce qu'on dit? Mais oui, on est protectionniste parce que tu comprends, il y a un certain nombre de petits métiers qui vont disparaître parce que c'est moins cher à l'étranger, en Chine. On prend toujours l'exemple chinois, ça coûte beaucoup moins cher. Les petits enfants chinois, ils travaillent pour pas cher. En France, nous... Oui, c'est pour éviter les petits délocalisations. Jouets, en fait. Voilà, les jouets, ça coûte rien du tout. Donc l'entreprise des jouets français, qu'est-ce que ça devient? Certes, mais il montre que, Bastia montre que le protectionnisme, c'est une politique pour les producteurs. Certains producteurs, certains secteurs d'activité, mais c'est une politique contre les consommateurs. Or, on oublie, et ça c'est ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est tous consommateurs, y compris les producteurs. Oui. Ils consomment eux aussi. J'achète ma voiture dans l'usine où je travaille pour la fabriquer. Exactement. Exactement. Donc la vraie richesse pour Bastia, c'est l'échange de produits, ce sont les produits échangés. Et d'une manière générale, la création monétaire entraîne la ruine de l'épargnant.
Et il travaille aussi beaucoup sur quelque chose qui est fondamental. Là, les gens comprendront peut-être un peu plus. Je dis les gens, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude peut-être de suivre ce qui se passe habituellement sur le net et sur certains groupes qui se disent radicaux, de droite d'ailleurs comme de gauche. La grande mode, ça a été lancé par le Front National, c'est aussi lancé par les Insoumis, tout ça. Tout le monde est pour l'impôt, quoi, en gros. Alors, on te dit je suis contre l'impôt, mais je veux augmenter le nombre de fonctionnaires, ou en tout cas je veux augmenter les flics. Il va y avoir plus d'enseignants. Mais on n'augmentera pas les impôts. Hein. Ben si, tu es obligé, tu peux pas. Forcément, tu vas créer des taxes. Or, Bastia montre bien que qu'est-ce que l'impôt? C'est une spoliation à la base. Pourquoi? Encore une fois, ce qu'on voit pas. Dans toute dépense publique, il y a un effet à court terme, mais aussi il y a un effet à long terme. Et les dépenses publiques ne créent pas d'emploi. L'impôt ne crée rien. Parce que ce qui est dépensé par l'État n'est pas et n'est plus dépensé par les contribuables. Et là, on revient à l'école des choix publics qui montre que l'État est particulièrement dispendieux, et beaucoup plus dispendieux que les particuliers. Pour quelle raison? Parce que les particuliers, c'est leur fric, et que l'État, c'est pas son fric. D'accord, oui. Et que l'État a tout intérêt à dépenser le maximum d'argent pour acheter sa clientèle et ses électeurs. On va faire plaisir au maximum de gens, aux associations dans les banlieues, finalement, en fait, à la presse. En fait, les électeurs se font acheter, mais sans le savoir, avec leur propre argent. Ouais, on donne à des associations, le ministère de la Culture subventionne à tour de bras des trucs complètement débiles, d'art contemporain qui ne servent à rien, qui coûtent très cher, des statues immondes, qui se trouvent à chaque carrefour, au rond-point, qui se multiplient. Il y a eu un truc là, il n'y a pas longtemps où ils ont peint ces espèces de ronds. Enfin, voilà, donc tout ça est subventionné, tout ça c'est toi qui payes, donc c'est du gaspillage. Évidemment derrière, t'as les lobbies, t'as le caprice des politiques, t'as la bureaucratie, et globalement t'as l'impôt qui est soumis à une sorte d'arbitraire et qui devient confiscatoire. D'accord, oui. L'impôt, comme disait Arthur Laffer, c'est maintenant une phrase assez connue, c'est trop d'impôt tue l'impôt. Oui. Bon, c'est connu ça. Et Thatcher, je sais. Ça finit par être le serpent qui se mord la queue. Oui, et Margaret Thatcher, la dame de fer, disait une chose intéressante, c'est que l'idéal n'est pas de rendre les riches plus pauvres, mais les pauvres plus riches. Voilà le truc. Et alors, quand on dit ça, évidemment, on dit, mais vous êtes pour les riches. Mais non, on n'est pas pour les riches. On réfléchit un petit peu à ce qu'on voit et à ce qu'on ne voit pas. Vous allez payer, quoi que ce soit, si l'État dépense, vous payez. Donc ne vous plaignez pas qu'on vous prenne vos impôts. Vous ne pouvez pas à la fois critiquer l'État et dire on paye trop d'impôts. C'est une chose qui n'est pas possible. Et il faut bien comprendre en fait, on a deux types de morale. Il y a une morale qui est la morale privée, on va dire, la morale du cœur, des religions, des philosophies, la morale altruiste, ce qui est certainement une morale noble, désintéressée. C'est très beau, c'est très bien, c'est merveilleux. Seulement, d'abord, l'altruisme et la charité, tu le fais toi-même. Tu n'attends pas sur l'État pour qu'il le fasse. Parce que c'est quelque chose entre toi et ta conscience, entre toi et ton confesseur, entre toi et Dieu. Oui, voilà. Primo. Et tu as un autre type de morale, c'est la morale de l'intelligence, on va dire, ou de l'économie, où là, on tente de voir d'abord les effets à moyen et long terme, et surtout les effets négatifs des comportements. Et c'est une sorte de morale défensive. C'est-à-dire, on voit si telle ou telle politique de dépenses publiques peut aller dans le mur ou non. Et on s'aperçoit que la hausse des dépenses publiques, normalement, enfin, je répète le chiffre, on est passé de 10% du PIB en 1913 à 56% aujourd'hui. Oui, normalement, on a tellement ponctionné d'impôts qu'il ne devrait plus y avoir de SDF dans les rues. Tout ça, ça devrait être terminé depuis très longtemps. Or, il y en a plein. Il ne devrait plus y avoir de pauvreté avec tout ce qu'on paye comme impôt. Tout ça devrait être terminé. Or, l'argent est gaspillé et dilapidé. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques sont mauvais, sont méchants, sont des salopards, sont tous corrompus. Mais non, c'est parce que naturellement, ils suivent la pente logique de la démocratie, qui est de s'intéresser d'abord à ses propres intérêts, à soi, à la réélection de soi, de ses amis, de ses copains et des compagnies. Et évidemment, pour se faire élire, il faut faire plaisir à ses électeurs. C'est ça. C'est assez simple. C'est la nature humaine, chacun cherche son beefsteak avant tout, quoi. Exactement, voilà. Alors bon, il y a une sorte d'ordre spontané. Je sais bien que les planificateurs et
les bureaucrates on va dire que la mode depuis Keynes est de dire qu'il n'y a pas d'ordre spontané. Je sais qu'à l'école on se moque beaucoup de la main invisible d'Adam Smith. On dira mais c'est qui la main invisible? Mais c'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Et la loi du marché, c'est quelque chose qui se fait naturellement, qui se fait sur le marché. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'un produit? C'est la valeur du produit que tu veux bien payer, que tu as envie de payer. C'est la finance, le fameux ennemi invisible de Hollande qui n'a pas de visage et qu'évidemment il n'a pas combattu du tout, Mais non. malgré la promesse de campagne, le slogan de campagne plutôt. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que aucune bureaucratie, et ça c'est Hayek qui l'a bien montré, aucune bureaucratie ne peut avoir... toutes les idées ne peuvent planifier ce qui peut se produire dans 5, 10, 15, 20 ans. Au temps du téléphone, le Minitel était inconcevable, au temps du Minitel, le net était inconcevable. Et au temps du net, l'iPhone était inconcevable. Voilà, et puis on entend aujourd'hui j'ai discuté hier sur Facebook avec quelqu'un qui me disait oui, mais le capitalisme va s'effondrer parce qu'il n'y aura plus de pétrole dans 50 ans. Bon, les experts apocalyptiques, on les connaît. On nous fait le coup tous les 30 ans. Dans les années 70, on ne parlait pas du réchauffement climatique, on parlait au contraire du refroidissement. Il y avait une chanson de Carlos, Aglagla, je ne sais plus, dans mon Ilou et compagnie, c'était le refroidissement. Aujourd'hui, c'est le réchauffement. Je ne nie pas qu'il y a un réchauffement. Est-ce qu'il est lié à l'action humaine ou pas? Je pense que ce n'est pas du tout prouvé, en tout cas. Et même si ça l'est, je pense que l'initiative humaine et des hommes peut y pallier et qu'il peut y avoir de nouvelles ressources, de nouvelles... Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, il faut en fait... la conception qui m'intéresse, qui est celle, entre autres, de Bastia, mais des autres aussi, dont on pourra parler, de Spooner, de Murray Rothbard, de Hayek, c'est de dire qu'il faut d'abord la liberté humaine, la liberté du choix, c'est-à-dire agir sans coercition extérieure, et la responsabilité. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est d'abord vis-à-vis de soi-même, on prend des risques, si on se plante, on recommence, c'est l'expérience. Mais c'est d'ailleurs ce qui est le plus important dans cette histoire de liberté individuelle, c'est que chacun va devoir maintenant assumer ses responsabilités, si jamais on met ce truc-là en place. Exactement, et une autre part de la responsabilité aussi, c'est... Ça va plaire à tout le monde. Non, mais il n'est pas question de plaire à tout le monde. Mais bien sûr. On s'en moque pas mal, et on tente d'avoir des propositions intelligentes, ce qu'on voit pas, pensons toujours à ça. Toujours. Exactement. Puis il vaut mieux de toute façon assumer les responsabilités de ce qu'on fait plutôt que les responsabilités de ce que font les autres. Et n'oublions pas que si on paye des impôts, on porte atteinte d'une certaine façon à la propriété d'autrui, et que on pourrait dire que il y a une citation que j'aime bien de Bastia, qui est de dire que l'intervention de l'État nous enlève le gouvernement de nous-mêmes. Ça me paraît intéressant. Parce que ça nous appelle à la responsabilité. Et ça met en valeur, ça nous met face à nous-mêmes, face à notre destin. On entend beaucoup de gens dire ça. Moi, je vais créer mon propre destin. Comme Corto Maltese, qui n'avait pas de ligne de chance, et qui se gravait lui-même dans la main gauche au rasoir. Eh bien oui, pourquoi pas? Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut pas imposer la fraternité par la loi. Voilà le truc essentiel. C'est que la fraternité, oui, c'est très bien, mais il faut que la moralité soit volontaire. Il faut qu'elle vienne de soi-même. Il y a un sophisme de la fraternité légale, obligatoire. Pas obliger qui que ce soit à être bon, quoi. Absolument. D'ailleurs, ce n'est pas moral. Bien sûr, si tu regardes les grandes religions, toutes les grandes religions, tiens, on va dire quelque chose qui va déplaire à certaines personnes, mais il y a une maxime dans l'islam qui est de dire pas de contrainte en religion. Je sais bien que aujourd'hui ce n'est plus écoutable. Oui, c'est pas compris comme ça. Non. D'ailleurs, c'est pas compris comme ça. Mais ni par les anti-musulmans, les grandes religions, en général, elles ne veulent pas convaincre de force, ou quand elles le font, ça marche pas. Ce qu'elles veulent, c'est d'ailleurs. C'était la morale de saint Thomas d'Aquin. C'est Thibon qui disait ça. Une religion qui convainc sous la contrainte ne convainc pas. Enfin, là, et puis surtout, il n'y a pas morale, il n'y a pas d'éthique là-dedans. On ne peut pas sauver les gens contre eux. Religion, c'est ça qu'il disait. On ne peut pas sauver les gens. De mémoire, mais on ne peut pas sauver les gens malgré eux. Oui, on a tenté de le faire en URSS, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Tu comprends ? Donc, la moralité doit être volontaire, elle doit être individuelle. C'est entre toi et toi, c'est entre toi et ta conscience, entre toi et Dieu et ton confesseur. Et on doit avoir le droit de ne pas donner.
si on veut ne pas donner. On Bien doit, sûr. tout le problème, c'est ça. C'est qu'il faudrait avoir un choix. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui de ne pas payer la Sécu. On n'a pas le choix de ne pas payer ses impôts. Le type qui paye ses impôts, ben, il va en prison. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'il sera en prison, il ne pourra plus payer ses impôts. Oui. Donc, il ne paye pas ses impôts, on le met en prison, et en prison, il ne payera pas ses impôts non plus. Ce qui est parfaitement ridicule. Et donc, ça remet évidemment en cause toute l'idéologie de la redistribution des richesses, considérée comme une spoliation. Mais ça ne remet pas en cause la distribution en elle-même sur une base, sur un fondement volontariste, oui, au secours mutuel, aux sociétés d'entraide privées. Bien sûr, oui. Oui, au mécénat, par exemple. Là, j'ai vu dernièrement que le château de Versailles, tout le monde adore ça. Oui. Et dernièrement, j'ai vu que le hameau de la Reine avait été sponsorisé, la réfection par Dior. C'est très bien. Moi, je suis vénitien une partie de l'année. Personne ne sait que la place Saint-Marc est en grande partie une propriété des assurances Generali. Ah, c'est vrai que les gens ne savent pas ça. Mais pourtant, Generali le fait savoir parce que son logo, c'est le lion de Venise. Oui, Tu sais, le lion qui tient l'évangile de Saint-Marc, justement. Pourquoi? Parce qu'ils sont installés dans les procuraties de Saint-Marc. Il n'y a pas d'habitants là. Il y a quelques bistrots, il y a le Florian, etc. Et puis, aux étages supérieurs des procuraties, tout ça c'est rempli de Generali. Est-ce que tu as des publicités partout géantes Non, personne n'est au courant de ce Generali qui est là. Mais c'est eux qui entretiennent les locaux. Ils sont d'ailleurs en train de le faire en ce moment. Ils font la réflexion. Autrement dit, c'est pas les Vénitiens qui payent, c'est l'entreprise elle-même. C'est privé. C'est privé. Voilà. Ça c'est déjà une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. C'est privé, c'est bien entretenu surtout parce qu'il y a l'argument de ceux qui sont pour le tout public, c'est de dire oui, mais si jamais c'est confié à des services privés, Oui. ils voudront faire des économies et du coup par souci d'économie, ils feront moins bien le taf. Et si ça marche pas, ça se cassera la figure et il y en aura un autre qui viendra à la place et qui Voilà. fera mieux. C'est le principe de la concurrence. Le problème avec l'État, c'est que non, il n'y a pas de concurrence justement. C'est un monopole en fait. Oui, c'est un monopole. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de différence finalement entre le public et le privé, et la seule différence, c'est que le public est une sorte de privé en état de monopole. C'est exactement ça. Et moi, je rejoins vraiment alors, un des libertariens d'aujourd'hui, qui s'appelle Hans Hermann Hoppe, Oui. qui est un des disciples donc de Van Mises, de Murray Rothbard, qui est pour l'abolition quasi du droit public au bénéfice du droit privé. Voilà. Mais l'essentiel, c'est tout de même de revenir à quelque chose qui a été vraiment mis à mal par un siècle de propagande marxiste et étatique, c'est le droit de propriété. Pourquoi? Droit de propriété de qui, de quoi, de comment? Droit de propriété d'abord de soi, de soi-même. Ça, c'est la base. De l'individu, réappropriation de l'individu. De l'individu, de son corps. Alors ça, c'était le truc de 68 art. Je suis propriétaire de mon corps. Très bien, mais de son esprit aussi, ce que j'appelle le sanctuaire intérieur, le royaume intérieur. De son esprit. L'État, tous les dissidents qui sont pour soi-disant le développement intérieur et qui sont pour la contestation complète de toutes les vérités officielles. Ces mêmes gens sont pour l'État qui passe son temps à les endoctriner de la naissance à la mort. Illogisme complet. Donc liberté de la personne, liberté de l'individu donc dans son esprit, dans son corps, liberté de son travail, et liberté du produit de son travail. C'est ce que j'allais dire, de jouir aussi des fruits de son travail. Du travail. C'est la base. Tu comprends? Oui, complètement. Bon. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une vraie différence entre la morale d'un côté, qui est le moral individuel, etc., et le droit. La morale, c'est ce qui te fait exister, toi, dans ta vie de tous les jours. C'est les normes, c'est les valeurs que tu adoptes. Chacun les siennes. Et le droit, c'est ce qu'on t'impose. Et le droit, c'est ce qu'on impose. Le droit, c'est plutôt quelque chose qui fait vivre les gens ensemble. D'accord, oui. Et alors, le fameux vivre ensemble. Oui, mais il faut du droit, d'une manière. On est obligé. Bien sûr. Bon, il faut bien faire respecter un droit. Et la grande querelle qu'il y a, vraiment, c'est une fracture énorme, théorique, dont on ne parle jamais, c'est qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est la propriété ou est-ce que c'est le droit? Alors, ça peut paraître très compliqué comme ça, parce qu'on va te dire on n'en sait rien finalement. Je vais te donner des exemples très simples. Je t'en prie. Tu as par exemple Rousseau. Oui. Rousseau, pour lui, un homme ne devient un homme que s'il est citoyen. Voilà.
Autrement dit, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que le droit préexiste à la propriété. D'accord. C'est la première chose. Du coup, Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'existe que dans la collectivité, en gros. Ça existe que dans la collectivité, c'est la collectivité qui va décider pour toi. C'est ce qu'il dit très exactement dans le contrat social. Ouais. Et alors évidemment, c'est ce qui a donné tout le collectivisme, tout l'étatisme, toute la société orwellienne dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on considère que l'homme est dépendant de l'État. Alors ça donne aussi bien le fascisme dans ce qu'il avait de plus mauvais que le communisme, ou la planification, ou aujourd'hui, disons, la social-démocratie. On considère que la collectivité a raison, ça, et que l'individu a tort, et que l'individu doit se plier toujours. C'est ça, le bien collectif passe au-dessus du bien individuel. Oui, mais on ne sait pas ce que c'est que le bien collectif, et quand on regarde l'école des choix publics, on s'aperçoit que le bien commun, en réalité, n'existe pas. C'est le bien des gens qui sont au pouvoir. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas le bien des individus. Hein. Alors ça, il faut bien comprendre le problème qui est lié en particulier à la théorie du contrat social de Rousseau, qui est une sorte de collectivisme, quoi. Bon, donc en réalité, la loi devrait être une loi négative, c'est-à-dire on a le droit de faire ce qu'on veut dans un cadre privé, oui. Et on n'usurpe pas le droit des autres. Aujourd'hui, on est vraiment dans une autre conception du droit, qui date de la Déclaration universelle des droits de l'homme, oui. où on dit on a le droit à quelque chose. D'accord. Oui. Autrement dit, vous nous devez quelque chose par le simple fait qu'on en existe. Par exemple, droit au travail, droit au logement. Droit au logement, ah bon? Pourquoi droit au logement? Encore une fois, ce qu'on voit pas. Droit au logement, ça veut dire que quelqu'un va devoir payer pour moi si j'ai pas de logement. Oui. Alors si quelqu'un est d'accord pour me prêter son logement, il n'y a pas de problème. Mettre ça sur le plan de la morale, c'est-à-dire droit au logement, parce que sinon il y a des malheureux. Alors, on confond morale individuelle, voilà. Et on confond droit. Pourquoi on aurait droit au logement? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de la dignité humaine. Oui, dans ce cas-là, c'est la morale individuelle qui joue. Voilà. On peut aider, effectivement, mais pourquoi le droit? Encore une fois, on va obliger des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Il y a le principe premier de la liberté. Le vrai droit, c'est le droit de. J'ai le droit de faire quelque chose. Ça, c'est la liberté. C'est un pouvoir qui peut faire quelque chose. Le droit de opposé. Je ne revendique pas le droit. Le droit à. C'est vraiment deux conceptions du droit. On pourrait en discuter très très longtemps, mais comprenons toujours ce qu'on voit pas. L'État ne peut pas donner ce qu'il n'a pas déjà pris. Donc, si tu as un droit A, ça veut dire que l'État va prendre à certaines catégories de la population pour donner à d'autres. On va te dire, mais c'est merveilleux, il va prendre chez les riches. Mais non, il va prendre chez tout le monde. C'est les fameuses aides sociales, du coup, que mais tout le monde les paye. Certains aimeraient supprimer. Mais oui, mais ce sont les citoyens qui font vivre l'État. Oui. C'est pas à l'État de faire vivre les citoyens. L'État, d'ailleurs, il n'existe pas en réalité, l'État. Hein. C'est uniquement les hommes qui administrent avec leur intérêt personnel. Et le bien commun n'a jamais été défini. Il n'y a pas de... On ne sait pas ce que c'est que le bien commun. Le bien commun, c'est en fait le bien-être général, si tu veux. Mais le bien-être général, c'est la liberté d'abord. Et il y a une grande tradition de la liberté en France. On pourrait en parler, parce qu'on a parlé de Bastia au 19e siècle, on pourrait parler de la tradition de la liberté. Ça commence avec... depuis très longtemps. Enfin, ce sont des discussions qui remontent à l'Antiquité, gréco-latine, et même avant. Et Étienne de la Boétie a dit une phrase qui est formidable, c'est « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Bon, ça, c'est pour moi une phrase fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle montre qu'il suffit, pour régler certaines situations, par exemple lorsque l'État t'attaque, ou lorsqu'il t'endoctrine, ou lorsque tu n'es pas d'accord, mais il suffit de désobéir. Il faut désobéir. Voilà ce que je prône, la désobéissance civile. La désobéissance civile. Voilà, c'est ce qu'a fait Gandhi, c'est ce qu'a fait Martin Luther King, c'est ce que font tous ces gens-là, la désobéissance civile. Est-ce qu'il ne faut pas pour que ce soit efficace, que ce soit un mouvement? C'est-à-dire qu'un seul mec qui pratique la désobéissance civile tout seul, en fait, il se fait sanctionner et il peut quasiment rien faire. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, la désobéissance civile, moi je l'ai pratiquée par exemple.
Donc j'assume encore une fois liberté et responsabilité. J'ai pris des risques pour défendre la liberté d'expression contre des lois scélérates, par exemple la loi Guesso. D'autres, je ne sais pas, prennent des risques pour défendre leur liberté d'expression contre les lois Pleven. Tu vois, c'est en ça que je t'explique. Donc, on prend des C'est en risques. ça que je te dis que c'est un truc qui est forcément collectif. Parce que toi, par exemple, Non, j'étais pas collectif du tout, moi. Tu as voulu désobéir à la loi Guesso. Ouais. Quel est le premier truc que tu as fait? Une pétition. J'ai fait une pétition, mais c'est moi qui ai pris. C'est toi qui as pris le risque, c'est vrai. C'était sur mon nom. Mais finalement, les signataires ont pris le risque. Je aussi. pense La preuve, c'est moins... par exemple Yann Moix qui avait signé la pétition. Quand il s'est aperçu des risques qu'il prenait. Alors on en parlera peut-être un autre jour ou tout à l'heure de Moix, c'est vrai, mais je pensais pas vraiment à la pétition. Je pensais surtout au film que j'avais fait à l'époque, au documentaire sur Florisson. Là, c'était moi et moi-même, alors qu'on était une équipe pour faire ce film. C'est vrai. On était 4 ou 5, même un peu plus. Il y a eu des monteurs. Moi, je suis incapable de monter un film. C'est vrai que finalement, vous vous êtes retrouvés à 3 au tribunal et personne de l'équipe technique. Quoi. Moi, je me suis retrouvé tout seul. L'intervenant, le réalisateur est celui qui l'a diffusé, mais qui n'avait rien à voir avec le fait de l'avoir fait. Quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple typique de désobéissance civile. De désobéissance civile. Je savais qu'il y avait un risque que ce soit condamné, que non seulement condamné, et puis il y avait aussi le risque majeur. Plus qu'un risque. Plus qu'un risque. À ce que ce soit condamné. Je pense. D'ailleurs, on a gagné grâce à maître Paul Yon, qui est un véritable génie du droit. Ouais. je le remercie parce que la LICRA a fait un travail minable. Ils ont très mal travaillé. N'oublions pas qu'on a gagné première instance. Le parquet a fait appel. On a gagné en seconde instance. Grâce à Paul Yon, maître Paul Yon. Mais qui a pire encore que finalement être condamné, parce que bon, après c'est enregistré au casier judiciaire, et puis ça passe par pertes et profits, puis tu payes une petite somme, bon voilà, c'est pas dramatique. Ce qui peut y avoir... Dont une partie est encore reversée à l'État d'ailleurs. Voilà, c'est pour l'État. Chaque fois l'État fonctionne. À qui ça dérangeait? Moi j'étais pour la liberté d'expression, je militais pour la liberté d'expression. On avait fait avec Salim Laibi, avec John Bastardi-Daumont, oui. On avait fait une conférence en banlieue parisienne lorsque Renoir avait été libéré de prison 2 jours après. J'avais dit voilà, moi je suis pour la liberté d'expression, je ne vais pas vous parler de Renoir, ni de la liberté d'expression comme le font les gens, je vais agir. Je vais mettre en application la chose. Praxis. Je vais donc donner la parole à Renoir. Ça, c'était de la désobéissance, parce que normalement, il n'avait pas le droit de parler. Il sortait de prison, il devait se taire, et puis il risquait de dire des énormités, des bêtises qui pouvaient me faire condamner. Bon, mais il faut prendre des risques dans la vie. Alors, je disais, le pire n'est pas évidemment les amendes. Le pire, c'est ce qu'on risque après, c'est-à-dire la censure sociale. C'est ça, oui. Pas l'ascenseur social, la censure sociale. Dont tu as un peu souffert. Comme a dit Laurent Tello, dans Le Monde, je suis Blanc-Rue censuré à perpétuité. Ça serait un beau titre de livre, censuré à perpétuité. En réalité, l'État n'est pas assez fort pour me faire taire. Donc je continue à parler et à dire ce que je pense et ça continuera. Il n'y a pas de problème. Alors comment tu survis du coup? Comment tu gagnes ta vie? Parce que ça c'est un mystère pour beaucoup de gens parce que je me débrouille. La question. C'est des gens qui me veulent du bien visiblement parce qu'ils s'intéressent à moi. Ah bah oui. Je les remercie beaucoup. Déjà, il faut qu'ils soient au courant que je les aime beaucoup moi aussi. Trêve de plaisanterie, je vais dire les choses très, très franchement, sobrement et le plus directement possible. J'ai vendu ma fille dans un cirque gitan. Ah. Et franchement, depuis, je roule sur l'or. Ah bah voilà, en fait, c'était le secret. Les gitans payent bien. Oh là là, énorme. C'est une rente. Là, je suis tranquille jusqu'à la fin de mes jours, je suis peinard. Bah voilà, finalement. Non, elle fait jongleuse, trapéziste, je crois qu'elle dresse des ours aussi, elle rentre dans les lions. C'est éducatif en plus. Enfin, elle vit des trucs. Ouais, c'est vachement bien. Peut-être qu'elle ira en Chine aussi un jour. Voilà, non seulement c'est éducatif, en plus elle voyage. Ouais. Faites des gosses. Elle travaille quoi, elle a 5 ans, donc il faut bien qu'elle bosse quand même. Bah oui. Faut commencer jeune dans la vie. À un moment donné. Donc voilà, c'est grâce à elle que je travaille. Donc surtout ne vous inquiétez pas, je gagne de l'argent grâce à ma fifi chérie. On l'embrasse. De quoi on m'accuse encore? C'est finalement de quoi on m'accuse? Vendre de la drogue. On m'a dit aussi, il est payé par l'Iran. Bah alors les gars, payé par l'Iran, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Ouais. Non, j'ai fait un livre qui a été édité en Iran. Il y a eu 2 éditions. Sur lequel tu touches des droits? Oh, j'ai dû toucher, je crois, 2000 €. Donc tu as été payé par l'Iran. Ouais, bah non, un livre. Un livre. Non, évidemment, c'est pas le gouvernement iranien qui te. Non, une maison d'édition. Et il y a eu 2 éditions. La 2e édition, j'ai pas touché un copec.
Et sinon, il y a une traduction en arabe, et bon, c'est très connu là-bas que on paye pas, quoi. Oui. Donc c'est paru au Liban, dans tous ces pays-là, en Égypte, en Tunisie. J'ai pas touché un centime. D'accord, ok. Bon, et je sais que ça a été diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires, j'ai rien touché. puis, Et c'est pas plus mal. Et bien entendu, Très bien. tu pouvais pas tellement compter non plus sur l'honnêteté de Contre-Culture pour te payer les droits de De ton qui bouquin. De qui tu parles? De tomber Je connais pas. une petite maison d'édition qui a réédité un de tes bouquins, plus ou moins sans ton accord, si j'ai bien Ah, le compris. fameux livre qui s'appelait comment, Anthologie. Anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme. Ah là là. Au départ, préfacé par Yann Moix. Ah là 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 là. Yann Moix qui avait demandé, je crois, 6 000 euros à Spengler. Ah bah, dis donc. Puis je crois qu'ils se sont débrouillés pour avoir 1000. Enfin, en tout cas, il a fait effectivement, et ce petit bouquin a été réédité après par Soral. Moi, j'étais pas contre le fait qu'il le réédite. Je pensais juste qu'il allait me payer quelque chose. Oui, voilà. Mais j'ai rien eu et j'ai même pas eu de livre. Oui, voilà, t'as même pas eu ton exemplaire. Non, j'ai dû d'auteur. acheter mon exemplaire parce que j'ai fait une petite publicité parce que le bouquin a été attaqué par la LICRA. Oui, oui, oui. Je l'ai défendu. J'avais fait une petite vidéo dans laquelle je brûlais le bouquin. J'avais fait ça avec Jonathan Moadab qui avait fait la sympathie de me faire cette petite vidéo. Et je crois que c'était l'agence Infolibre qui l'avait diffusé à l'époque. Ah, c'est possible. C'était Jonathan et Lisandre, je crois. Et qui m'avaient bien aidé. Ce sont des gens très, très cool. Et j'avais dû acheter le livre, mon livre, pour le brûler. Le brûler, pour faire l'autodafé moi-même du bouquin. Tout un symbole. Acheter son propre livre pour le brûler. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, ça, c'est des petites affaires qui. Écoute, je suis pour la liberté et la responsabilité. Après, bon, c'est comme ça. Moi, ça m'intéresse pas. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Je ne sais même pas qui c'est. Mais c'était pour dire que c'est pas comme ça que tu as pu avoir énormément d'argent et subsister. Mais je n'ai pas énormément d'argent. Et tu n'as pas énormément d'argent. Non, beaucoup de gens me disent, mais Blanc-Rue, tu vas à Venise. Alors, il y a ceux qui me disent, j'ai entendu ça. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Tu ne vas pas à Venise, tu es un gros menteur. Non, ben c'est pas vrai. J'y vais 2 fois par an en moyenne. J'y reste en général 1 mois ou 2. Pourquoi? Ben parce que j'ai des amis à Venise qui sont des artistes et qui me prêtent très gentiment leur très très belle maison. Une maison, enfin, j'ai un appartement dans leur maison, c'est une maison familiale. D'accord, ok. Donc sur la maison, tu as un appartement. Exactement, je suis au 2e étage et j'ai une petite fontaine en face de moi. Je suis pas très loin de la place Santa Margarita. Parce que ça, dans la paroisse de San Pantalon. Ça aussi, ça fait partie et ils me le prêtent. Des théories complotistes sur toi. C'est pas possible que Blanc-Rue ne peut pas aller aussi régulièrement. Mais je ne descends pas au Danieli. C'est mieux, c'est une maison familiale qui, je crois, doit avoir 300 ans. Avec un parquet de marbre vénitien. Des vieux meubles vénitiens, je suis très bien là-dedans. C'est une maison qu'ils louent et lorsqu'ils la louent pas, ils ont l'amabilité, la gentillesse de me la prêter, donc ce qui fait que je peux y aller assez souvent et comme ils ont confiance en moi, à raison, eh bien j'en profite et je vais là-bas en général pour me ressourcer parce que Venise est ma maîtresse et mon amie, ma déesse et ma confidente et j'y vais pour travailler, et j'amène des caisses entières de livres pour bosser. J'y suis très, très au calme et je me promène beaucoup. Je fais un peu comme Nietzsche. Je me promène pendant 6-7 heures par jour pour aller voir la Vierge de Bellini à San Zaccaria, pour aller voir la Tempesta à l'Accademia. Et je me promène sur les intérêts. Je vais voir je vais prendre une glace à la Gelatinico qui est le glacier des Rapound et je suis très bien là-bas et je vis très très modestement, très très simplement. Je me fais mes petites pâtes. Et finalement, tu vas tout va bien. J'y vais pour travailler. C'est-à-dire que voilà, faut pas que les gens croient non plus que tu vas là-bas faire du tourisme ou que tu vas prendre des vacances. J'ai fait du tourisme la première fois que j'y suis allé il y a 30 ans, oui. Voilà. Oui. C'est plus le cas maintenant. Enfin, tu vas pas prendre des vacances à Venise, tu vas en général pour bosser. Non, je travaille toute la journée, moi. Je n'ai week-end compris. Et même la nuit, je ne fais que travailler. C'est très célinien comme programme. Je sais pas. Je travaille, les autres foutent rien. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que lui, il allait peut-être pas à Venise. Je crois, il parle une seule fois de Venise dans toute son œuvre. Mais je sais pas s'il y est allé ou pas. En tout cas, moi, j'y vais parce que ça me fait du bien. C'est une traversée de l'espace-temps. C'est une sorte d'Atlantide pour moi. Oui. C'est une ville qui est très fragile, qui est très solide et qui a une capacité de blinder les gens qui sont sensibles à ces ondes positives. C'est là-bas que je me ferai d'ailleurs incinérer. D'accord. Dans cette ville. Voilà. J'ai les autorisations. Ah ben voilà, très bien. Voilà. Alors.